Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 9 janvier. Une première étape au départ de Saint-Germain-en-Laye, la seconde depuis la commune des Brévières. Le tracé du Paris-Nice 2019 a été dévoilé ce matin au conseil départemental des Yvelines à Versailles. Pour la 10e année consécutive, la course au soleil s'élancera du département. Elles sont lancées pour 6 semaines, les soldes d'hiver se déroulent jusqu'au 19 février. Les commerçants espèrent doper leurs ventes, les consommateurs trouver de bonnes affaires. Et nous étions ce matin au centre commercial Vélizy 2 où les 160 enseignes accueillaient leurs premiers clients. Et puis la fonction n'avait pas été occupée depuis plus de 50 ans. Le diocèse de Versailles va compter bientôt un évêque auxiliaire. Le père Bruno Valentin a été nommé par le pape François. Son ordination épiscopale est prévue le 20 janvier. Il est notre invité. Autre invité sur ce plateau, l'association Élan Courtoise Révèle-toi qui organise samedi sa fête de Noël. Avant de développer ces titres, Carlos Ghosn reste en prison au moins jusqu'à vendredi. La demande de remise en liberté du patron du groupe Renault, implanté notamment à Guyancourt, a été rejetée par le tribunal de Tokyo. Le PDG est incarcéré au Japon depuis 50 jours, accusé notamment de dissimulation de revenus chez Nissan entre 2010 et 2015 et pour la période 2015-2018. La présentation officielle du Paris-Nice s'est donc déroulée ce matin à l'hôtel du département à Versailles. La course au soleil partira le 10 mars depuis Saint-Germain-en-Laye. Le lendemain, le peloton s'élancera de la commune des Brévières dans le sud des Yvelines. Les détails avec Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. Un mariage qui dure depuis 10 ans, le Paris-Nice partira une nouvelle fois depuis les Yvelines. Après Chatou l'année dernière, Saint-Germain-en-Laye a été retenu comme ville départ de cette 77e édition. Les coureurs partiront le dimanche 10 mars du parc du Château pour une grande boucle de 138,5 km à travers les Yvelines en passant notamment par Thoiry, Montfort-l'Amaury ou encore Poissy. Pourquoi Saint-Germain ? Parce que Saint-Germain, c'est prestigieux, parce que Saint-Germain, c'est le château, parce que Saint-Germain, il y a des perspectives formidables aussi pour la transmission de la télé, et parce qu'on avait été super bien accueillis en 2013 lors d'un précédent départ de Paris-Nice. À Saint-Germain-en-Laye, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, il y a énormément de pratiques sportives, et donc c'est important effectivement de montrer que c'est une étape qui est populaire, le vélo c'est très populaire. Le lundi 11 mars à 12h35, le peloton s'élancera des Brévières pour une étape de 163,5 km. La petite commune de 1300 habitants située dans le sud des Yvelines deviendra la 17e ville du département à accueillir l'épreuve. C'est un événement historique, à la fois pour les Brévières et pour moi personnellement. On va voir toutes les écoles voisines qui vont venir participer avec des départs en vélo, et puis toutes les communes voisines. Il y a Saint-Germain, cité royale, célèbre son château, et puis il y a de l'autre côté les Brévières, la plus petite commune de Paris-Nice 2019. On en est ravis. Les compétitions cyclistes, c'est ça. Ce sont des grandes villes, des villes moyennes et des petites communes. Les 1300 habitants des Brévières pourront notamment voir en action 23 équipes cyclistes et notamment des stars de la discipline comme le Colombien Nairo Quintana ou les Français Romain Bardet ou Arnaud Démarre. Dans l'actualité également, les soldes d'hiver ont débuté aujourd'hui pour 6 semaines. Moment phare pour les clients et forcément pour les centres commerciaux moins fréquentés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Marie-Hélène Yapichino s'est rendue ce matin à Vélizy 2. Au centre commercial Vélizy 2 ce mercredi matin, les vitrines des magasins annoncent la couleur. Les soldes d'hiver ont commencé. Des réductions de 50% dès la première des marques. Après les fêtes, les premiers jours de soldes font partie des périodes les plus importantes pour le centre et ses 160 enseignes. Toute l'équipe est prête, que ce soit au niveau de l'accueil, des équipes de nettoyage, de maintenance. Tout le monde est mobilisé en fait pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Dans les rayons, on fouille, on cherche et on fait bien attention à l'étiquette pour trouver les meilleures affaires. Là, je vois, il y a pas mal sur pantalon, il y a pas mal sur les chemises aussi. Chacun sa méthode, les plus raisonnables se fixent un budget. Je voudrais ne pas dépenser plus de 100 €, mais bon, ça dépend ce que je vais trouver. Et les plus organisés viennent avec une idée précise. Je suis venu chercher un repérage que ma femme avait fait le week-end dernier, donc je suis allé lui acheter une paire de chaussures. Les premiers jours restent les plus importants en termes d'affluence, alors il fallait être sur la ligne de départ dès ce mercredi pour être certain de trouver chaussures à son pied. Ah oui, exactement, parce que pour des chaussures, après on ne trouve pas la bonne pointure. Rien que dans cette enseigne de prêt-à-porter, 40 000 articles sont démarqués. 6 semaines pour liquider les stocks et installer les collections printemps-été. Un invité m'a rejoint en plateau, Monseigneur Bruno Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez jusqu'alors le curé de la paroisse de Montigny-le-Bretonneux voisin. Je dis jusqu'alors car en décembre vous avez été nommé par le pape François évêque auxiliaire de Versailles. Votre ordination épiscopale est prévue le 20 janvier en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Je précise que vous avez 46 ans, bientôt 47. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ?
Avec de la surprise d'abord, parce que comme vous venez de le dire, j'ai 46 ans, ce qui fait de moi le plus jeune évêque de France. D'accord. Et puis surtout parce que personne ne savait que Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, avait demandé au pape un auxiliaire, depuis un certain temps d'ailleurs. Donc ne sachant pas que cette demande était en cours, je ne soupçonnais encore moins que ce serait moi qui serais désigné. Un évêque auxiliaire sur le diocèse de Versailles, on n'en a pas vu depuis 1966, à l'époque où le diocèse était plus grand puisqu'il s'étendait sur l'ensemble de la Seine-et-Oise. Exactement, à l'époque, la Seine-et-Oise faisait tout le tour de Paris. On a découpé la Seine-et-Oise pour faire les nouveaux départements d'Île-de-France. Et donc à cette époque, le diocèse avait 2 auxiliaires, mais depuis 66, il n'y en avait plus. Donc effectivement, c'est une fonction nouvelle aujourd'hui pour les Yvelines. Un mot sur votre parcours. Vous avez été ordonné prêtre en 2000 après des études au séminaire de Rome, un séminaire à Rome, c'est ça? Voilà, ma formation de prêtre, je l'ai faite à Rome, au séminaire français, et précédemment j'ai étudié la finance à l'université de Dauphine à Paris. D'accord. Et vous avez été donc ensuite vicaire à Trappes, curé à Chatou et à Montigny-Voisin. Ça, c'est depuis 2012 que vous êtes sur cette paroisse. Différents coins des Yvelines déjà, dans lesquels je suis passé depuis 20 ans. Vous le disiez, c'était une totale surprise. Vous n'aviez pas eu vent du tout de cette annonce? Non, pas du tout, parce qu'en fait, les évêques ils sont choisis par le pape et la décision du pape est transmise par son ambassadeur en France, qui s'appelle le nonce apostolique. D'accord. Et donc on reçoit un coup de téléphone de l'annonciature qui est à Paris. On est prié de se présenter dans des délais très brefs. En général, c'est 10 jours pour le lendemain. Et c'est là qu'on découvre les choses. Et quand on ne fait pas acte de candidature, c'est pas un poste à pourvoir auquel on se propose. Et quand on est nommé évêque auxiliaire, on est obligé d'accepter, on ne peut pas refuser cette fonction qui nous est... Si, on peut avoir des raisons objectives de refuser, mais il faut les faire valoir, et puis il faut surtout recevoir ce genre de demande comme un service qui nous est demandé. Comment vous l'abordez, cette nouvelle fonction? Vous disiez à nos confrères du Parisien avec une certaine crainte, c'était vos mots dans l'interview du Parisien. Oui, parce qu'on sait que le climat de l'Église en général, et les Yvelines n'y échappent pas, n'est pas facile aujourd'hui. Donc c'est une responsabilité importante pour essayer en particulier, redonner de l'espérance, redonner de la joie, remotiver les uns et les autres. C'est une charge lourde, oui, d'être évêque aujourd'hui. Vous parlez d'un climat particulier, forcément un contexte où on parle de l'Église catholique pas forcément bien, avec ces scandales de pédophilie, le procès du cardinal Philippe Bardin qui se tient également en ce moment. Là, forcément, dans un coin de sa tête, ce contexte difficile pour l'Église quand on accepte ce rôle d'évêque auxiliaire? Bien sûr, parce que ce serait tout à fait illusoire que d'imaginer que telle ou telle partie de France n'est pas concernée par la question. Dans les Yvelines, nous sommes concernés, et Monseigneur Aumônier, depuis 18 ans, est très vigilant à ce que ce genre d'histoire, quand elle se présente, ça a pu être le cas par le passé, soit jugé dans une parfaite bonne intelligence avec la justice. Les évêques aujourd'hui, et c'est ce que la justice nous rappelle à bon escient, ont à être absolument irréprochables sur ces questions. Et quelles sont les missions du coup d'un évêque auxiliaire? L'évêque auxiliaire, c'est l'adjoint. En fait, c'est l'adjoint de l'évêque, donc c'est sa doublure. C'est celui qui permet au fond à l'évêque d'être présent partout. En étant évêque pleinement, il a la possibilité du coup d'être présent auprès des communautés, aussi bien qu'auprès des autorités civiles, de manière complémentaire. Et donc ça complète le rôle de l'évêque. Le rôle de l'évêque, quel est-il aussi? L'évêque, c'est le responsable des catholiques d'un département. Dans les Yvelines, ça représente une vraie responsabilité parce que les Yvelines, en 2 mots, c'est 180 prêtres en activité, mais c'est surtout 70 000 personnes qui sont à la messe tous les dimanches dans les Yvelines. Et après ça, vous avez tous les enfants du caté, vous avez les scouts. Rien que les scouts dans les Yvelines, c'est plus de 10 000 jeunes, vous voyez. Donc, dans les Yvelines, l'Église est très vivante, le diocèse est gros, il est dynamique, il est jeune. C'est beaucoup de chance. Et ça nécessite beaucoup d'investissement. Et l'évêque étant responsable de tout ça, il a souhaité être épaulé. Les évêques doivent se choisir une devise. Vous avez opté pour un passage des Actes des Apôtres de Saint-Pierre. Il est passé en faisant le bien. Pourquoi vous avez choisi cette devise? Parce que je crois que la bienveillance, dont il est question dans ma devise épiscopale, est un des enjeux essentiels à la fois de la société française dans laquelle on est et un des services que l'Église peut apporter à la société aujourd'hui. On voit bien avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, et la violence que suscite une telle crise, à quel point il y a besoin aujourd'hui d'apôtres de la bienveillance, et c'est ce que j'espère être. Et l'ordination épiscopale se déroulera donc le 20 janvier en la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Ça se passe comment, une ordination épiscopale? Alors c'est une cérémonie assez solennelle qui rassemble les autres évêques de la région parisienne, même un peu au-delà en France, ceux qui peuvent venir. Et c'est un peu comme pour l'ordination d'un prêtre ou d'un diacre, c'est un sacrement qui
permet à la personne qui le reçoit d'entrer de manière irréversible dans une espèce de transformation intérieure définitive dans sa nouvelle fonction. Depuis votre domination, vous avez déjà quitté la paroisse de Montigny-Voisin. Ça va se faire dans les prochains jours? Ça va se faire dans les prochains jours, probablement fin janvier. Avec un petit pincement au cœur, j'imagine? Avec un gros pincement au cœur, parce qu'on ne part pas de Saint-Quentin sans pincement au cœur. C'est un endroit qui est très attachant, très dynamique, très jeune, et donc... heureusement, ayant une responsabilité pour tout le département, j'aurai l'occasion de repasser à Saint-Quentin. Mais c'est vrai que je quitte avec regret cette ville et cette communauté que j'aime beaucoup. Il y avait notamment un projet de grande envergure, cette grande église qui doit voir le jour prochainement sur cette paroisse de Montigny-Voisin. Oui, alors ça fait des années que le diocèse souhaite construire une grande église de 800 places sur le terrain de la Remise. Et c'est vrai que là, on est sur le point de déposer le permis. On espère que les travaux pourront commencer dans les mois qui viennent. Et du coup, je passe la main au moment où les choses vont commencer, c'est la vie. Et le nom de votre successeur sera connu prochainement également. Dans les jours qui viennent, oui. Merci Monseigneur Bruno Valentin d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous avez été nommé en décembre évêque auxiliaire de Versailles. Votre ordination épiscopale se déroulera le 20 janvier en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Merci d'être passé sur ce plateau. Il était une fois Saint-Quentin en Yvelines, l'intitulé d'une conférence donnée hier au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, organisé par le club d'affaires Happy Hour Business Club. Ce rendez-vous était animé par Robert Cadalbert, l'ancien conseiller régional et président socialiste de l'agglomération saint-quentinoise, a livré quelques souvenirs et anecdotes vécues lorsqu'il officiait au sein de la collectivité, des histoires sur l'arrivée du technocentre Renault à Guyancourt, sur le projet pour accueillir la Ryder Cup et aussi sur l'aventure olympique de Saint-Quentin en Yvelines. Robert Cadalbert raconte d'ailleurs une anecdote sur la construction du Vélodrome national. C'est au micro de Nicolas Dandry. C'est une longue histoire. Par exemple, j'ai eu l'opposition pour la construction du Vélodrome parce que l'association qui voulait la bicyclette mais pas le vélo. Et la dernière, ce qui nous a coûté quand même un peu d'argent, donc tous les contribuables, c'est le fait que tous les recours étaient possibles. Ils nous avaient trouvé des tritons crétés sur l'emplacement du Vélodrome et qu'il a fallu faire une sorte de pouponnière de tritons crétés qui sont à l'entrée, personne ne sait, à l'entrée du Vélodrome. Vous avez une petite barrière dans une mare et c'est effectivement une pouponnière pour tritons crétés. Robert Cadalbert, ancien élu aussi de Guyancourt. Justement, hier, la maire Marie-Christine Le Tarnec a présenté ses vœux à la population. La cérémonie s'est déroulée au sein du pavillon Waldeck-Rousseau. Bonsoir Aurélie Ronze. Bonsoir. Que s'est-il dit pendant la soirée ? Alors, juste avant le discours de Madame le maire, les Guyancourtoises et Guyancourtois ont pu assister à plusieurs performances artistiques, du dessin avec du sable, de la danse ou encore du rap. Après avoir appelé sur scène ses conseillers municipaux et plusieurs élus de Saint-Quentin en Yvelines, Marie-Christine Le Tarnec a particulièrement orienté ses vœux sur le vivre ensemble et le partage. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'une ville, elle ne peut fonctionner que s'il y a un certain équilibre. Et cet équilibre se fait effectivement dans tous les domaines. Et ensemble, cette ville, on la partage. On partage des espaces communs, on partage des équipements, on partage des valeurs. Et c'est ça qui fait que Guyancourt est une ville où on aime bien y vivre. Alors on le sait, les vœux, c'est l'occasion de faire le point sur 2018, aussi annoncer les grands temps forts de 2019. Est-ce qu'il y a eu quelques annonces durant cette cérémonie ? Alors oui, la taxe d'habitation, par exemple, n'augmentera pas en 2019. Il y aura également l'inauguration en avril d'un relais d'assistantes maternelles ou encore la livraison à la fin de l'année d'une résidence intergénérationnelle, quartier Pont du Routoir. Et puis, vous l'avez certainement vu sur ces précédentes images, 3 personnes ont reçu la médaille de la ville de Guyancourt. C'est aussi ça, la cérémonie des vœux de début d'année. Donc 3 personnes, dont Paul-Yann Hermitage, qui est directeur du Golf National. Merci Aurélie pour ce point. Un prochain tour d'horizon sur les vœux de l'agglomération avec la ville de Plaisir. Ça sera demain dans ce journal. Retour en 2018 à présent pour se rappeler des faits qui ont marqué les Yvelines l'an passé. Ce soir, direction la période de juillet à septembre avec des victoires et grands événements sportifs. Souvenez-vous avec Marilène Yapichino. Le mois de juillet est marqué par un événement qui a mis en joie toute la France, la victoire des Bleus en Coupe du Monde de football. 6000 supporters se sont rendus au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour regarder son équipe décrocher sa 2e étoile. Au retour des champions, les jeunes de l'étoile sportive de Trappes ont été conviés à l'Élysée, des souvenirs indélébiles. J'ai pas les mots, c'est trop beau. Autre scène de joie dans les lycées, les résultats du baccalauréat. Les Yvelines dominent le classement de l'Académie de Versailles avec un taux de réussite de 93%.
Le monde politique avait les yeux tournés sur Versailles le 9 juillet pour le deuxième discours du président de la République Emmanuel Macron face au Congrès du Parlement. Dernier conseil municipal difficile à Coignières pour son maire Jean-Pierre Sevestre qui se termine par une mise en demeure à son encontre. Après l'été, le maire élu en 2015 a finalement présenté sa démission le 11 septembre. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que je considère qu'il convient maintenant de donner la parole aux Coignériens pour leur permettre eux-mêmes de choisir l'avenir de leur ville sereinement après une préparation d'élections, peut-être qui interviendront plus tard. Changement important sur les routes au 1er juillet, le passage à 80 km/h pour les départementales. Les gendarmes yvelinois ont fait de la prévention pour sensibiliser les automobilistes. À Villepreux, on fêtait l'arrivée de l'été en couleur avec la première édition de la Color Run au parc du Trianon. J'en ai vu toutes les couleurs, ils nous ont pas ratés, ça c'est sûr. Le soleil du mois d'août s'est assombri à Trappes par une attaque au couteau. Un homme de 36 ans poignarde 3 personnes, les 2 premières, sa mère et sa sœur, sont mortes. Le tueur a été abattu par la police, une enquête est toujours en cours. Le mois de septembre a fait sa rentrée et de nombreuses personnalités politiques sont passées par les Yvelines. La ministre du Travail Muriel Pénicaud est venue inaugurer le campus de l'automobile et des mobilités à Guyancourt. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a visité une école de Poissy faisant partie du dispositif de dédoublement des classes. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, lui est venu parler budget face aux Yvelinois à Marly-le-Roi. Enfin, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a choisi Mantes-la-Ville pour faire sa rentrée régionale. Chez nos élus locaux, le maire de Villepreux, Stéphane Mirambeau, rend public son adhésion à La République En Marche. Je veux soutenir Emmanuel Macron dans ses réformes. Le pays mérite vraiment et a besoin d'être réformé. Le week-end des 15 et 16 septembre se déroulaient les Journées européennes du patrimoine. À Saint-Quentin-en-Yvelines, une trentaine de lieux ont ouvert leurs portes. La République était associée dès le départ de la création de la ville nouvelle sur Saint-Quentin-en-Yvelines. La veille avait lieu le loto du patrimoine, un site yvelinois était concerné, la Villa Viardot à Bougival. Les gains de cette loterie exceptionnelle ont permis la remise d'un chèque de 500 000 € pour sa rénovation. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu lui-même sur place pour l'apporter. Des moments insolites avec nos amis les bêtes, le zoo safari de Thoiré proposait son tout premier 10 km au milieu des animaux de la savane. Un événement succès qui devrait revoir le jour en 2019. Poissy s'est illustré comme la ville du foot de ce mois de septembre. Le PSG a dévoilé son futur centre d'entraînement de 74 hectares. Les travaux doivent débuter durant l'été 2019. Et le champion du monde 2018, Blaise Matuidi, est venu inaugurer un mini-stade tout neuf à son nom. J'ai signé ici. Ah, je suis content, je vais bien dormir ce soir. Mais l'événement sportif du mois de septembre est sur un tout autre terrain. La Ryder Cup 2018 a jeté un coup de projecteur sur Saint-Quentin-en-Yvelines. 60 000 spectateurs par jour se sont rendus au Golf National pour assister au sacre de la Team Europe. Une semaine fantastique, une grande expérience pour tous les spectateurs. Et puis voilà, en plus à la fin c'est l'Europe qui gagne, donc c'est génial, on peut pas arriver mieux. On se sent très ému. Bah oui, ça c'est la fin d'une histoire, mais c'est merveilleux. Et on espère encore de grands événements cette année sur le territoire. Les vœux se souhaitent tout le mois de janvier. On peut, pourquoi pas, continuer aussi à célébrer Noël. Bonsoir Francine Charloton. Bonsoir. Vous êtes la chargée de communication de l'association Révèle-toi, une association qui est basée à Élancourt. Alors elle organise ce samedi sa fête de Noël. C'est à l'Agora de 12h30 à 18h30. C'est le centre social municipal d'Élancourt. Déjà, Révèle-toi, rappelons ce qu'est cette association. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Elle vient en aide aux familles monoparentales. C'est cela, oui. Donc c'est une association créée depuis 2 ans par 3 mamans, dont moi, monoparentale, qui nous sommes retrouvés dans des difficultés à nous entraider. Et on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire pour d'autres personnes dans la même situation de rupture, séparation et de monoparentalité éventuellement. Et du coup, on a effectivement émis l'idée de monter une association pour réunir les parents concernés et pour créer notamment un espace de retrouvailles, de répit, d'écoute, un espace de libération de la parole, de façon à ce qu'on puisse aussi trouver des solutions ensemble. Quand on élève son enfant seul, pourquoi il faut avoir aussi cet accompagnement, être aidé au quotidien ? Oui, il faut surtout ne pas rester isolé, parce que c'est le premier ennemi de la famille monoparentale, parce qu'on perd des contacts, on perd des amis, on perd une partie de sa vie, on s'isole, on perd l'estime de soi, et ça peut impacter différents niveaux de notre vie, notamment la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Et l'idée, c'est de rester une famille normale,
en étant dans cette situation-là, en tout cas parce que c'est une situation qu'on espère toujours transitoire. 2 ans qu'elle existe, donc cette association, de nombreuses actions qui sont organisées, notamment la formule régulière du café débat. Quel bilan vous faites sur ces 2 ans, sur les différentes actions organisées ? Alors, les cafés débats, c'est notre action phare, un café débat par mois avec des thématiques qu'on voit de plus en plus avec les adhérents sur leurs problématiques, sur leurs difficultés, leurs demandes, avec des intervenants extérieurs. Donc, de plus en plus de personnes adhèrent à ce format et viennent justement à ces cafés débats pour déjà se retrouver entre eux, trouver des solutions à leurs questionnements et puis aussi gérer leurs enfants parce qu'on accueille les enfants lors de ces cafés débats pour permettre aux parents d'être là avec nous. Et ça peut être quel type de thématique, par exemple, ces cafés débats ? Thématique, ça peut être gérer sa séparation, comment élever son enfant, comment gérer la scolarité de son enfant, comment être à l'écoute. Voilà, enfin, différentes thématiques qui permettent autant aux parents qu'aux enfants de se retrouver et puis de mieux se gérer ensemble. Et d'autres actions aussi organisées par votre association, notamment cette fête de Noël ce samedi à l'Agora. Pourquoi proposer ce rendez-vous ? Alors, parce qu'on aurait pu le faire en décembre, mais on n'a pas eu la possibilité. Et on s'était dit que c'était bien de clôturer l'année, de démarrer l'année avec un climat convivial. Donc, on a mis en place cette fête de Noël avec tous les adhérents. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Révèle-toi, c'est une association créée par des parents solos pour des parents solos et qui est gérée par des parents solos et autres, parce qu'on n'a pas que des parents solos chez nous, il faut le savoir. Donc, tout le monde participe, tout le monde amène son idée, tout le monde amène sa pierre à l'édifice et ça fait une ambiance conviviale et c'est vrai que les gens sont contents de se retrouver et là notamment sur cette fête de Noël qu'on organise depuis près de 2 mois où différentes activités seront proposées, décoration de sapin de Noël, décoration tout court, atelier maquillage, atelier cuisine, atelier musical, voilà, on propose des choses variées pour les enfants et pour les parents. L'objectif c'est que ça soit convivial, c'est le maître mot. C'est ça. Et c'est ouvert seulement à vos adhérents, c'est ouvert à tous. Alors la fête de Noël là, elle va se faire là déjà on a pratiquement clôturé les inscriptions, mais par contre l'association est ouverte à toute personne qui veut venir mensuellement, donc il faut nous contacter soit par mail, soit par notre site Facebook, notre site internet ou notre compte Facebook. Le site internet qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Il nous reste quelques secondes, un peu plus d'1 minute même pour parler de l'année 2019. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et quels sont les projets pour 2019 ? Alors de pouvoir refaire le projet qu'on a fait en 2018 pour la première fois avec une autre association, de pouvoir organiser des vacances. On a organisé des vacances l'année dernière pendant 1 semaine au Pouliguen avec 7 familles de Révèle-toi et de l'association Second Souffle, qui est une association qui est plus sur le handicap. Et cette année, on espère réitérer cette formule avec plus de personnes pour partir 1 semaine ou peut-être 2, et c'est avec le soutien de nos sponsors, on va dire. Voilà, il y a la mairie, il y a la CGET, il y a Parents Solo et compagnie, et pas mal d'autres que j'oublie peut-être de citer. Mais voilà, donc on espère pouvoir mener à bien ce projet de vacances pour offrir un moment de répit aux parents et en même temps un moment de rencontre entre parents et enfants pour mieux se gérer toujours tous ensemble. Donc un grand projet pour 2019 et sur les cafés débats, est-ce qu'il y a déjà des prochaines thématiques qui sont avancées ? Le 16 février, nous aurons un café débat sur comment gérer sa douleur après la séparation avec la présence d'un écrivain qui s'appelle Xavier Cornet de Saint-Cyr, qui a notamment écrit les accords Toltec au quotidien. Et le 16 mars, c'est un café débat sur le logement. Voilà. Merci Francine Charloton d'avoir été avec nous, chargée de communication pour l'association Révèle-toi. Voilà. Et toutes ces dates, on les retrouve bien sûr sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. On reste à Élancourt pour refermer ce journal avec notre petit tour hebdomadaire des salles de cinéma saint-quentinoises. Focus sur le Ciné 7 avec son directeur Luc Bocan. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, plein de très bons films. Bon, comme d'habitude, on essaye, mais cette semaine, une sortie nationale, Edmond, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre qui raconte la jeunesse de Cyrano de Bergerac. C'est très très drôle, savoureux, et ça raconte vraiment l'histoire de l'écriture de la pièce, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à Cyrano de Bergerac, et ils sont nombreux, n'hésitez pas à venir découvrir ce film dans nos salles. Et ensuite, une petite sélection de très bons films aussi que nous vous proposons. Wildlife avec Jack Gyllenhaal, qui est un très très joli film. La Palme d'Or du Festival de Cannes, le film chinois Une affaire de famille, en VF et en VO, je précise, que nous vous proposons aussi cette semaine. L'Empereur de Paris
de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, et Amanda, le très joli film avec Vincent Lacoste, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit sa vie jusqu'à ce qu'il soit confronté à la mort de sa sœur et à l'obligation de s'occuper de sa petite nièce. Et je ne voulais pas finir sans vous parler du phénomène actuel, Bohemian Rhapsody, qu'il faut absolument venir voir en salle. Nous l'avons toujours, nous vous le proposons en version originale et en version française. Le film a déjà fait 4 millions d'entrées. Et j'ai appris hier soir en écoutant la radio que la bande originale du film cartonnait aussi dans les bacs des disquaires. Et Queen est en tête des ventes de disques, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est grâce au film. Donc venez voir l'histoire de ce grand chanteur et grand artiste qui était Freddie Mercury dans nos salles cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le replay sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, le retour du 7-8 débat. Le thème pour cette première émission de l'année, perturbateurs endocriniens, comment les éviter? Belle soirée avec TV78.